Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Darla Saunders. Au nom de la Fondation de la conservation de saumon atlantique et le Canadian Rivers Institute, soyez le bienvenu à notre série de webinaires. Cette série est rendue possible en partie grâce aux contributions du gouvernement du Canada. Nous sommes très heureux de recevoir Yves Demers aujourd'hui. Monsieur Demers travaille depuis plus de 40 ans en environnement biologie et foresterie. Il pêche le saumon depuis 1977, je m'excuse, et il a guidé pendant 6 ans. Actuellement, M. Demers est directeur général de la coopération de gestion de la rivière à saumon des Escoumins et de l'organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord. Avant de commencer, quelques détails. La période de questions et réponses sera à la fin de la présentation. Si vous voulez demander une question, utilisez le panneau de configuration de GoTo, c'est la petite boîte grise. La flèche orange l'agrandit. Pendant la période de questions et réponses, vous pouvez lever votre main, c'est l'icône avec la main jaune et la flèche verte, et nous activerons votre microphone. Ou vous pouvez taper votre question dans le panneau de configuration et nous la lirons à haute voix. Donc maintenant, je passe la parole à Yves. Merci Darla pour cette belle présentation. Alors, bonjour tout le monde, je suis content de voir qu'il y a plusieurs intéressés. Je vais commencer tout de suite la présentation que j'ai faite qui commence par une historique, une mise en contexte, et après ça on va tomber dans l'aspect technique et on s'entretiendra à la fin des questions plus administratives qui concernent tout l'ouvrage qui a été réalisé ici. Donc, je commence avec la première diapositive qui est un extrait d'un vieux livre qui a été édité en, je ne sais plus l'année d'édition, il a été écrit en 1847 par le colonel James Edward Alexander, qui est un pêcheur de saumon et qui pêchait sur la rivière des Escoumins à l'occasion. Donc, l'extrait, c'est deux pêcheurs qui se parlent, qui ont pêché, qui connaissent la rivière des Escoumins. Il y en a un qui dit à l'autre qu'il a pêché des saumons aussi gros dans la rivière des Escoumins que dans n'importe quelle autre rivière du Canada. Et l'autre de répondre, pareil pour moi, mais la dernière fois que je suis allé, il y avait un barrage à l'entrée de la rivière et j'en ai pris presque pas, j'en ai pris seulement 2 ou 3. Bon. Donc, c'était 1847. Érection du barrage et impossibilité pour le saumon d'accéder à la rivière. Donc, ici, à la deuxième diapositive, je vous présente une vieille photo du premier barrage avec la première série, parce qu'il y en a eu deux. C'est la construction de 1847 telle qu'elle était à cette époque-là. Donc, on peut voir à la droite de la photo le premier barrage, en plein centre le gros bâtiment qui était la scierie, qui était alimenté en électricité par le barrage. Et le barrage servait évidemment aussi à retenir le bois qui était flotté jusqu'à la scierie. Et de la scierie, on expédiait le bois à l'embouchure sur les bateaux. Il avait construit dans ce temps-là un quai. Les bateaux pouvaient se mettre à l'abri du vent et charger le bois et partir pour aller livrer ça ailleurs. Voici donc une troisième photo. Ça, c'est pas le premier barrage. Si vous pouvez voir la différence, je reviens à la photo précédente. Regardez seulement le bâtiment. Ça, c'est le premier bâtiment. Et voici le deuxième bâtiment. Donc, on voit qu'il n'y a plus d'eau qui passait. L'eau passait que des trous à l'occasion en dessous du barrage, mais c'est tout. Toute l'eau était canalisée pour produire de l'électricité. On voit aussi sur cette photo-là, c'est intéressant, la dalle qui est à peu près au centre, mais vers la gauche, une dalle pour flotter le bois qui servait pour la production de pâte, qui est envoyé au bateau jusqu'au quai. Donc la dalle avait quand même presque 1 kilomètre de long pour flotter le bois jusqu'au quai. Voilà. Donc, à partir de là, il y a un barrage, il n'y a plus de saumon dans la rivière. L'industrie bat son plein, les coupes de bois partout en arrière-pays, c'est l'ère de l'industrialisation. Et on se retrouve avec, en l'an 2000, même un peu avant, une population locale qui voulait restaurer la rivière à saumon et remettre le saumon dans sa rivière.
Donc, voici une photo du barrage tel qu'il se présentait en 2012 au printemps, alors que l'eau coulait par-dessus, que le barrage était très piteux état, mais était encore efficace, et il y avait une passe migratoire qui ne fonctionnait pas bien, mais qui fonctionnait. Donc, les gens décident de faire passer le saumon, de restaurer la rivière. Avec le ministère, il y a des ensemencements de fait. Il y a une passe migratoire qui est construite. La passe migratoire fonctionne assez mal parce que l'appel d'eau n'est pas assez fort. Donc, il y a des travaux qui sont faits sur le barrage pour essayer de relever le niveau d'eau, pour envoyer de plus en plus d'eau dans la passe migratoire pour augmenter l'appel d'eau. Voici donc une chance que les inspecteurs de la CHST n'ont pas vu ça. C'était 2 techniciens qui travaillaient sur le barrage pour installer ce qu'on peut voir ici, ce qui est appelé la rehausse, pour rehausser le niveau d'eau, pour dévier l'eau dans la passe migratoire. Donc, c'était des travaux très dangereux, répétés à chaque année, une fois en début d'été, puis une fois à l'automne. Il fallait tout enlever ça parce que la glace aurait tout fait partir. Le câble qui était là, c'était plutôt pour être sûr de se noyer si on perdait le pied, là, parce qu'il ne nous retenait pas. Là, la corde étirait, puis tout le monde allait en bas. Donc, c'était vraiment dangereux, c'était quasiment ridicule de faire ça. Mais ça a été fait pendant plusieurs années par des bénévoles et ça fonctionnait. Donc, le saumon pouvait maintenant remonter la passe migratoire et accéder à la rivière. On ne dit pas que c'était parfait, mais ça fonctionnait. Ça a duré quand même plusieurs années et à un moment donné, chaque année, le barrage vieillissait. Comme je l'écris, les années n'arrangeaient pas les choses. Évidemment, plus ça allait, pire c'était. Le barrage était rendu complètement pourri. Toutes les parties extérieures qui étaient exposées à l'air étaient pourries. À un moment donné, il y a eu plusieurs jeunes qui ont été surpris là en train de jouer, essayer de sauter par-dessus les trous. C'était rendu dangereux pour la sécurité publique, mais il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de volonté politique, il n'y avait personne qui voulait prendre le lead de l'histoire pour défaire ce barrage-là. Il n'y avait pas de raison suffisante, d'arguments assez pesants. Un beau jour, en octobre, un beau matin, quelqu'un qui s'aperçoit qu'il y a de la fumée qui est dégagée dans le barrage. On appelle les pompiers. Les pompiers arrivent. Effectivement, le feu est pris dans le barrage. Vous allez me dire, un barrage, ça ne brûle pas? Ben oui, ça brûle, on a la preuve là. Et pourquoi ça brûle? C'est que, premièrement, tout était en bois. La passe migratoire, dans les caissons amont, il y avait un système pour contrôler le niveau d'eau. On pouvait vider la passe migratoire, donc il y avait un système de trappe qu'on pouvait lever ou fermer avec un moteur électrique. Et donc, électricité, ça veut dire des fils. Les fils étaient vieux. Il y a 2 fils qui ont dû se toucher à un moment donné. La cause exacte du feu, on ne la connaît pas, mais ce n'est pas un acte de vandalisme. C'est à cause du vieillissement du système électrique. C'était le diagnostic des pompiers. Le feu a pris et les pompiers sont arrivés, mais il était trop tard. Le barrage, quand même, avait subi des dégâts majeurs et il était sérieusement fragilisé. La passe migratoire, évidemment, le feu a pris dans la passe migratoire, donc la passe migratoire était rendue inutilisable. Sur cette photo-ci, on peut voir que ça n'a pas juste noirci, c'est vraiment brûlé. Les grosses poutres, il y en a qui ont complètement disparu, ils ont cassé, ils ont arraché, ça a chauffé fort. Avant que les flammes sortent, là, ça a dû mijoter très longtemps, peut-être toute la nuit même. Étant donné que le bois était humide, il y a eu beaucoup de fumée et peu de flammes, mais ça a quand même brûlé très sérieusement. Donc, quand les gens sont aperçus de ça ici, en quel état était rendu le barrage, que la passe migratoire était inutilisable, le barrage était fragilisé, parce qu'il avait été vraiment brûlé sérieusement, là, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser ça comme ça. C'est le temps d'intervenir. Excusez-moi, j'ai une petite toux ce matin. Donc, pour intervenir, la première intervention qu'il y a à faire,
c'est d'ouvrir la pelle de fond pour abaisser le niveau de l'eau pour enlever de la pression sur le barrage. Parce que, je vous le rappelle, il est fragilisé. Donc, la pelle de fond, elle n'a pas fonctionné depuis, je ne sais pas combien de temps, personne n'a pu me le dire. C'est ce qu'on voit qui pend au bout d'une chaîne dans l'espèce de petit rectangle vertical qu'on voit au centre en bas de la photo. Quand on a tiré sur la chaîne pour ouvrir la pelle de fond, il y a seulement l'anneau et un morceau de bois qui est attaché après qui est venu. Tout le reste est resté en bas dans le fond. Donc, on ne pouvait pas enlever la pelle de fond. À ce moment-là, on ne pouvait pas abaisser le niveau de l'eau. Il fallait abaisser le niveau de l'eau parce qu'il y avait de la pression sur le barrage, puis on était en octobre, on n'était pas au plus fort des crues, au contraire. Donc, pour ouvrir ça, pour assurer la sécurité des citoyens, et aussi de la route 138 qui est tout près, là, qui est peut-être 300 mètres maximum en bas du barrage, en aval du barrage, il fallait abaisser le niveau de l'eau. Qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Donc, travaux d'urgence. Le maire a décrété l'état d'urgence à cause de la sécurité. On appelle une rétrograveuse, puis on fait une brèche dans le barrage assez importante pour que la rivière puisse s'écouler librement. Donc, on en est là à la mi-octobre avec la photo que vous voyez ici. Et il n'y a plus de danger, mais le barrage est encore là. Le saumon ne passe toujours pas. Le saumon ne pouvait pas passer avec une rivière arrangée comme ça, là. Il y a eu des demandes de permis de fête, il y a eu beaucoup de monde qui a été contacté dans les ministères, il y en a qui ont tout de suite vu la priorité de ça. Il y a eu un beau partenariat qui s'est organisé très rapidement et on est encore dans le même automne. Tout s'est fait très rapidement et on prend des échantillons pour vérifier tout de suite s'il y a de la contamination dans les sédiments accumulés en amont du barrage. Et aussi dans les morceaux de bois du barrage. Est-ce que ces morceaux de bois-là, est-ce que ces poutres-là avaient été traitées ou non, on ne le savait pas. Donc, des études sur le terrain pour voir la contamination possible. Tout ça s'est envoyé au labo. On attend les résultats pour savoir qu'est-ce qu'on fait des sédiments et qu'est-ce qu'on fait du bois. En attendant, on peut quand même commencer les travaux parce que les matériaux, on les met de côté. Après l'analyse des matériaux, on pourra décider comment on utilise ces matériaux-là, comment on en dispose. Donc, la technique, ici, on tombe dans l'aspect technique du démantèlement. Vous allez voir que en hiver, c'est merveilleux. On est en étiage maximum. Il y a eu un mur de glace qui a été installé. En fait, c'est toute la glace qui était en amont du barrage qu'il fallait débarrasser de toute façon, qui a été placée en aval du barrage, mais vraiment collée sur le barrage, pour empêcher d'échapper des morceaux ou des sédiments, pour que tout reste en place. Donc, la rétrograveuse pouvait travailler, enlever les morceaux de bois, enlever les sédiments, et tout restait en amont du barrage. Il n'y a rien qui s'en allait dans la rivière. Donc, la glace nous a servi de mur de soutien pour ne pas échapper les matériaux qui provenaient du barrage. Donc, ça explique tout ce que je viens de dire. Les travaux commencent de démantèlement. On récupère du bois. Il y en a qui n'est pas récupérable. On fait le tri en même temps. On commence dans la neige, dans la glace, c'est la photo de gauche, et on finit dans la boue du mois de mars. À travers tout ça, il y a des tempêtes, il y a du beau temps, on travaille dans les trous entre deux tempêtes. Les travaux vont bien, on a des bons techniciens. Il y a un ingénieur qui est là aussi pour surveiller les travaux. Il y a dérivation du courant principal de la rivière pour travailler d'un côté, puis après ça, on a remis la rivière de l'autre côté pour pouvoir travailler sur l'autre partie de la rivière. On voit ici l'empierrement qui a été fait, et la rivière coule en rive droite. Là, on voit ici sur la photo en haut à gauche le bois qui a été récupéré. C'était du BC Fir qui quand même, ça n'a pas été construit avec l'épinette du coin. On était un peu surpris, là, mais c'était du BC Fir qui avait jusqu'à 12 mètres de long. Des belles pièces de bois qui ont été récupérées. Il y en avait des plus courtes aussi, comme on voit sur la chargeuse qui charge les morceaux de bois. Là, les poutres sur le camion sont plus courtes.
mais sont très, très saines encore. Évidemment, il y avait pour ça un opérateur de rétrocaveuse qui était très expérimenté avec une très bonne machine. Donc, il y avait un pouce aussi sur la pelle là, pour pouvoir fixer les poutres, parce que des poutres de 12 mètres de long, on ne peut pas enlever ça comme ça d'un coup. Là. Il fallait décoller tranquillement à partir d'une extrémité d'une poutre en s'en allant vers l'autre extrémité, en la décollant tranquillement. C'était cloué avec des gros clous en fer. C'était fait solide. Là. Puis à la fin, il revenait au centre, il prenait la poutre en plein centre, il mettait le pouce dessus, puis là, il la sortait au complet. Donc, il n'y a pas eu de bois cassé. Le bon bois a complètement été récupéré. Et à la fin, là, il reste plus de bois récupérable. Ça, c'est la structure qui soutenait la pelle de fond, on voit dans quel état il était rendu. Là. C'est le dernier monument, c'est un monument historique, c'est pour ça que j'ai mis la photo là. Puis jusque-là, il n'y a pas d'imprévu, tout va bien, ça avance vite. Les gens du village sont tous là, puis ça suit les travaux. Et bon, c'est quand même une page d'histoire qu'on tournait pour les gens qui sont nés ici, sont nés avec le barrage, puis là, ils voyaient défaire ça. Quand ils ont vu partir le dernier monument, il y a une partie de leur histoire qui est partie, là, qui s'est en allée. Mais on a trouvé, tout en défaisant le vieux barrage, puis en travaillant autour, on a trouvé un vieux barrage, le premier barrage. Lui était fait en bois rond, aplani sur deux faces. Il était un petit peu en amont du barrage qu'on venait de défaire. Donc, première surprise, on trouve un vieux barrage qui était de beaucoup moindre envergure que le plus gros et qui était presque au même endroit, mais un petit peu en amont. Il a été de fait assez rapidement, mais on s'est quand même posé des questions. Là, il était imprévu. Celui-là, personne ne nous avait dit qu'il y avait eu un barrage avant l'autre. Donc, il y avait deux barrages. Ça a fait un peu de dépassement de temps prévu, de coûts, de tout ça. Ça fait aussi des coûts supplémentaires pour disposer des matériaux parce que ces morceaux de bois-là n'ont pas été récupérés. Ils n'étaient pas récupérables. Le bois n'était pas sain. Il n'était pas non plus scié sur quatre faces. Puis il était plus sciable, il était plein de sable, donc pas capable de récupérer ce bois-là. Donc c'était la première découverte. On a passé à travers, on l'a défaite. Ensuite de ça, tout ce barrage-là, il avait été construit sur une assise de béton aussi large que la longueur des poutres, donc qui avait dans son plus large 12 mètres de long, qui était d'épaisseur différente parce que la surface était horizontale, mais le fond du béton suivait la roche, évidemment. Donc, du béton, on a cassé, on avait une rétrocaveuse qui était prévue pour casser le béton. On avait prévu 2 ou 3 jours. On a trouvé du béton, mais on a trouvé comme ça, pas de bon sens. On a dû faire venir une deuxième rétrocaveuse, puis une troisième pour pouvoir le charger pendant qu'il y en a deux qui cassaient. Donc, les gens du village se faisaient réveiller à 6 heures du matin par les rétrocaveuses qui cassaient du béton, et c'est très bruyant. Puis, ça finissait à 6 heures le soir. On travaillait de 6 heures à 6 heures, 12 heures par jour, avec 2 rétrocaveuses pour casser le béton, et ça a duré plus d'une semaine. Pour vous donner une idée, c'était du béton armé, là, avec des tiges de fer un peu partout là-dedans. Et le problème de ça, en fait, c'en est deux, parce que oui, il y en avait beaucoup plus à casser que ce qu'on pensait, mais il faut en disposer aussi de ce béton-là après. Donc, il y en a plus à transporter et il y en a plus à disposer. Fait que, donc, voilà, quand on s'attaque à des vieilles affaires comme ça, c'est des imprévus. Puis on en a eu quelques-uns, évidemment, quand même. Donc, il y a eu des dépassements de coûts, puis il y a eu des dépassements de coûts de rétrocaveuse, de transport, mais c'est à peu près tout. C'est pas exagéré, là. Ça, quand même, ça a bien été. Voilà le transport. Ça, ces travaux-là, je tombe un petit peu dans la partie administrative pendant que c'est le temps.
ont été faites en régie interne, c'est-à-dire que le promoteur des travaux, c'était la municipalité. C'était pas une firme qui était engagée pour faire les travaux, c'est la municipalité qui engageait les gens qui avaient de la machinerie. Donc, il y a eu beaucoup d'économies de coûts faites par ça. Par contre, c'est sûr que la municipalité a dû mettre tout son personnel en œuvre pour surveiller ça, planifier ça, faire les demandes de permis, etc. Là. Par contre, la facture, en bout de ligne, était vraiment allégée grâce à ça. Donc, on arrive vers la fin des travaux, le béton est presque tout cassé, on continue de transporter du bois et on arrive à un endroit où, hop, il y a un mur. Il y a un mur de bois qu'on n'avait pas prévu non plus. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les travaux ont été arrêtés quand même. Ça, c'était pas dans la demande de certificat d'autorisation. Les travaux ont dû arrêter le temps que tout le monde ensemble prenne une décision. Qu'est-ce qu'on fait avec ce mur-là? Historiquement, la rivière passait, le mur là qu'on voit là, la rivière passait à droite et à gauche. Le mur, il est sur, je pourrais dire ça comme ça, il est sur un îlot de roche. Puis la rivière a été détournée, elle ne passe plus du tout à droite, elle a toujours passé complètement à gauche. Est-ce qu'on remet la rivière où elle passait à l'origine ou est-ce qu'on la fait passer là où elle passe présentement? Ben, la décision a été prise de faire, d'enrocher ce mur-là, de le laisser là, parce que ça impliquait énormément de travaux en arrière de ça. Donc la décision a été prise pour enrocher le mur, puis de continuer à faire passer la rivière où elle passe depuis l'érection du barrage. Donc ici, on peut voir le mur de roche qui cache le mur de bois imprévu qu'on a trouvé à la fin des travaux. C'est encore comme ça au moment où on se parle. Il va falloir revégétaliser tout ça. Il va falloir arranger ça un petit peu. Là. Par contre, voilà, c'est un des travaux de finition qui nous reste à faire. Pendant que la rivière était détournée, évidemment, on en a profité pour étudier le fond de la rivière. On voit ici, sur la photo de haut à droite, un canal dans la roche, un canal naturel, ça n'a pas été dynamité. C'est un canal naturel dans la roche qui, évidemment, le barrage a été construit sur un rapide, mais ce canal-là faisait partie du rapide à l'origine et les saumons, d'après ce qu'on pouvait déduire, pouvaient monter dans le rapide, même s'il était en période d'eau haute, là, assez fort, là, dans ce canal-là, sans sauter. Il n'y avait pas à sauter une chute, il pouvait nager dans le canal. Donc, en haut à droite, on voit la partie aval du canal qui va jusqu'au niveau de la rivière, qui est un endroit qui est touché par la marée. Et on voit sur la photo de gauche, en bas, l'amont du canal, qui va jusqu'au niveau de la rivière naturelle. Donc, si on colle les deux photos une à côté de l'autre, je ne les ai pas mis une à côté de l'autre parce que c'est pas dans le même angle, là, mais ça donne une idée qu'il y a un canal qui est quand même, par où les saumons peuvent passer, mais qui peuvent complètement monter de rapide par ce canal-là. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, les saumons, on ne les verra pas passer, ils ne sauteront pas, ils vont passer dans le canal. Bon, j'ai eu raison, oui et non. Il y en a qui sautent un peu, puis il y en a qui passent dans le canal qu'on ne va pas passer. Mais bon. Là, on enlève les barachois, on finit les travaux, on enlève tout le bois, tout est nettoyé, puis on remet la rivière dans le lit où elle devrait rester pour tout le temps, on l'espère. Ça, c'est de quoi ça avait l'air il y a presque exactement un an, au mois de mars l'année dernière. Là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre la crue. On voit ici une belle vue du rapide à la fin des travaux, et puis de barrage. Il reste une rétrocaveuse, puis c'est tout. La glace est encore là, elle n'est pas fondue. Les médias s'en viennent. Qu'est-ce que vous avez fait là? Qu'est-ce que ça va donner? Les questions sont posées. Comment est l'avenir? Ah, on s'en reparlera l'année prochaine. Donc, on attend la crue. Et évidemment, les saumons. Bon, la crue ça a donné comme ça. La crue de 2013,
est une crue exceptionnelle. On est habitué ici à avoir des crues d'environ 150 mètres cubes seconde, ou plus ou moins. L'année dernière, la crue a monté jusqu'à 260 mètres cubes seconde. Donc, c'est 100 mètres cubes seconde au moins de plus que les crues moyennes. Ça a été donc une crue exceptionnelle. L'abri qu'on voit ici, c'est l'abri des pêcheurs, qui est en face de la fosse. Il y a 2 ans seulement, il y avait, en crue, il y avait au moins 5 mètres de terrain et une grosse épinette de 25 cm de diamètre et peut-être 30 là. Fait que tout ça, c'est parti. La grosse épinette est partie, le terrain est parti, il y a eu beaucoup d'érosion. Il y a eu énormément d'érosion, en fait. L'abri que vous voyez là, j'ai eu, à un moment donné, l'intention d'aller l'attacher. Je pensais qu'on allait la perdre. Donc, une crue hors norme, inattendue. On voit ici l'érosion qui a eu lieu en amont du rapide. La clôture qu'on voit ici délimite le parc de jeux pour enfants. C'est un aire de jeu, ce qu'on voit à l'arrière. C'est le parc municipal. La rivière, donc, semble vouloir retourner dans son lit naturel et reformer une île dont je vous parlais tantôt. Le mur de roche qui a été fait. Là, qui, avant ça, il y avait une île de roche. Le mur a été fait, la rivière a été bloquée. Puis la rivière, elle a décidé de repasser par là. On voit le terrain qui décroche. Et ça, c'était au début du décrochage et de l'érosion. Parce que là, il y a une bonne partie de la clôture, au moment où on se parle encore, qui pend dans les airs. Donc, l'érosion, c'est pas fini. Ces travaux-là, ça n'a pas été touché. C'est encore comme ça. Et c'est même un peu pire que ça au moment où on se parle. Donc, ça reste encore à faire à l'avenir. On voit à l'arrière-plan du bois qui n'est pas récupérable, qui va être transporté à un site à Lévis, chez Veolia, je crois, qui est là en attente. Ça, c'est la partie amont de l'ancien barrage. Une fois le niveau a baissé, on a découvert, c'est la dernière découverte, là, faites-vous-en pas, on a découvert 3 caissons enrochés. C'est-à-dire que c'était des caissons de bois rond. Et à l'intérieur desquels on avait mis de la grosse roche. Ces caissons-là servaient à attacher les estacades pour diriger le bois du côté de la scierie. Il y en avait 3 donc. Puis il y en a un qu'on voit mal sur la photo parce que l'eau est encore un peu haute au moment de la prise de photo, qui est juste en aval de la grosse roche au centre de la rivière et qui dévie une partie du courant vers la rive, et qui a causé en partie l'érosion qu'on a vue tantôt, là. Donc celle-ci. Donc le caisson de roche dévie une partie du courant vers la rive et le courant était assez fort pour faire décrocher tout ça. Donc il faut, ça c'est encore comme ça au moment où on se parle, il faut enlever ces caissons-là, il faut enlever le bois, il faut enlever la roche aussi, puis entre les caissons et un peu partout tout le long de la rivière dans ce secteur-là, il y a énormément de gros câbles d'acier qui traversent la rivière, qui servaient à attacher, on ne sait plus quoi, là, les estacades évidemment, mais il y a tellement de câbles qu'il y a déjà avoir beaucoup d'estacades et de toutes sortes d'affaires d'attachées là. Donc, il y a un gros travail de nettoyage de ce secteur-là qui reste à faire. Bon, finalement, le printemps arrive, la crue se calme, le niveau baisse. Et on peut retrouver notre fosse qui était au pied du barrage, qui est maintenant au pied d'un seuil, avec, j'ai choisi cette photo-là évidemment parce que le pêcheur, il y a un saumon au bout de la ligne. Les saumons sont revenus, la fosse qui était en aval du seuil, qui était la meilleure fosse de la rivière, était encore au printemps la meilleure fosse de la rivière. Les saumons s'arrêtaient encore dedans. Et ça mordait très bien, et même qu'elle était devenue plus facile à pêcher. À cause de l'érosion qu'on a vue sur les diapositives précédentes, il y a eu beaucoup de cailloux qui sont descendus. Et les cailloux sont répartis dans l'aval de la rivière, ils ont changé un peu la configuration de la rivière, et ça va changer encore parce que c'est tous des cailloux à peu près de la grosseur du poing et qui sont ronds, là, c'est des cailloux de rivière, ça roule, puis à chaque crue, ça va débouler. Et ça va changer tout le temps. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est un pêcheur avec un saumon qui illustre très bien
qu'on a eu une très belle saison de pêche. Tout s'est bien passé. Donc, tout le monde était vraiment content, vraiment heureux. Maintenant, ce qui reste à voir, c'est la suite. Ce qui reste à voir, la suite, c'est quand même pas rien. Il faut nettoyer la partie amont, dont je vous parlais tantôt. Enlever les cages en rocher, il faut enlever les câbles. Il faut refaire un peu la configuration de la rive, reboiser et tout ça. Il y a une bonne partie de restauration de la berge qui reste à faire, là. Puis ça devrait se faire le plus tôt possible. Donc on travaille là-dessus, c'est le dossier qu'on pousse maintenant. Par contre, on est vraiment positif. On a pu offrir en tant que ZEC, en tant qu'organisme de gestion d'une rivière qui est là pour la pêche, le secteur en amont de l'ancien barrage, au moins une dizaine de jours plus tôt la pêche que d'habitude. Donc le saumon, on a juste un an, on ne peut pas déduire, on est encore à des hypothèses puis des observations, on en a pour quelques années encore. Mais l'année dernière, on a pu offrir 10 jours de pêche de plus dans ce secteur-là que quand il y avait le barrage. Donc, on a l'impression que le saumon va monter plus rapidement en amont du seuil qu'il le faisait quand il y avait un barrage. On espère aussi qu'il va en monter plus, parce que tout le monde est d'accord avec moi, je pense qu'il y a une partie des saumons qui ne montaient pas, parce qu'il manquait d'eau dans la passe migratoire. On ne trouvait tout simplement pas la passe migratoire. Une passe migratoire, c'est pas comme un accès naturel. Puis, je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Le passage était difficile, puis il y a une certaine quantité de saumon, on ne saura jamais c'est quoi le nombre, qui, dans la vie de bien des gens, ne trouvaient pas la passe migratoire, ne montaient pas en amont. Donc, on a, l'année passée, offert un peu plus l'offre de pêche a été améliorée d'une dizaine de jours pour un secteur. Et on espère bien qu'il va monter plus de saumon au fil des ans. Donc, on peut, excusez-moi, on peut maintenant gérer une rivière et ses poissons plutôt que gérer un barrage et ses problèmes, ce qui est vraiment différent. Bon, là, je le disais, configuration des berges, nettoyage de la rivière, et tout ça, présentement, il y a une ferme qui est entre les mains et on attend la machinerie des permis, ça devrait venir le plus vite possible, là. En tout cas, moi, je suis pressé, parce que il y a des dangers. La crue peut juste faire augmenter l'érosion qui a déjà commencé, là. L'érosion va se continuer, c'est sûr. Si on a une grosse crue, bon, on voudrait éviter ça, donc il faudrait faire des travaux tout de suite. Je suis retourné en avant, j'aime ça la pêche, excusez-moi, on va aller plus loin. Et tout le monde est bien confiant que la rivière peut aspirer à des jours meilleurs. Bon. Le défi, nous adapter pour gérer une rivière et ses saumons plutôt qu'un barrage et ses problèmes, mais il y en a d'autres que ça aussi, c'est pas le seul. Là, ici, je raconte qu'on a offert la pêche un peu plus tôt dans un secteur l'année passée. On verra cette année qu'est-ce que ça donne. On croit aussi que les saumons profitent en début de saison beaucoup parce que le débit est très fort dans le rapide. Ils ont peut-être de la difficulté à monter quand le débit est en haut d'un certain niveau. On a observé que les premiers saumons qui ont été observés en amont l'ont été 2 jours après une grande marée. Donc, on va continuer d'observer cette année, on pense que les saumons profitent des grandes marées, donc le rapide est moins haut, parce que la marée va jusqu'au rapide, affecte l'aval de la rivière jusqu'au rapide. Donc, quand la grande marée haute atteint le niveau du rapide, le saumon a beaucoup moins de difficultés, semble-t-il, à monter le rapide, ce qui serait très, très possible. On verra, c'est à suivre. Donc, on a aussi à suivre la montaison des truites de mer, donc de fontaine de Drôme. On n'a aucune donnée là-dessus, on ne sait pas comment ça se passe. La montaison des espèces indésirables, là, en n'ayant plus de passe migratoire, là, la truite arc-en-ciel peut monter, le bar peut monter, le poisson peut monter en général, donc on n'a plus de contrôle là-dessus. Le patron général des montaisons de saumon, il était établi avec le barrage de la passe migratoire. Là, ben, il a été changé. Il va falloir
essayer de regarder comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des changements majeurs ou si c'est mineur? On ne sait pas, c'est à suivre. La popularité du secteur de pêche entre ce qui est convenu d'appeler le seuil du barrage, qu'on appelait le barrage avant, à partir du seuil jusqu'au Grand Saut, qui est une chute infranchissable à 7 km en amont, on devrait être capable d'offrir la pêche quand même de grande qualité. Il faut voir la popularité que ce secteur-là va avoir. On a une année de fête. Ce n'a pas été une excellente année, mais de façon générale au Québec. On verra avec compilation des statistiques sur plusieurs années. Ça, c'est une affaire à suivre. Il y a du positif, et il y en a beaucoup, là, mais il y a aussi du négatif. Donc, l'érosion de la berge, ça fait partie des points négatifs. L'accès à une partie de la rivière à des espèces indésirables, c'est un autre aspect négatif. Le coût de l'opération de la passe migratoire, parce que là, il faut vous dire qu'on a une deuxième passe migratoire qui est à 7 km de l'embouchure de la rivière, donc à 7 km du barrage qu'on a défaite, mais en amont. Il y a une chute infranchissable là, et il y a une passe migratoire qui a été construite dans les années... je vais me risquer dans les années 70, je crois que c'est début 70, la première. Là, il y a une autre passe migratoire, et c'est notre seul endroit, en fait, pour installer un système de capture pour contrôler les espèces indésirables qui voudraient remonter la rivière en amont de la chute. Là, pour l'instant, la passe migratoire fonctionne. On s'est débrouillé avec un système de capture très archaïque l'année passée, là, mais on essaye de forcer pour en avoir un qui fonctionne bien parce qu'il y a vraiment une invasion de la truite arc-en-ciel qui est très réelle là, et qui s'en vient. On le voit sur les autres rivières voisines, puis même nous autres, on en prend ici de temps en temps. Donc, si on pouvait les contrôler à la passe migratoire du Grand Saut, c'est le nom de la chute, ce serait vraiment merveilleux. Et aussi, ça nous donnerait un outil de gestion pour la rivière, à savoir maintenir nos statistiques de montaison. Donc, combien de saumons montent et quelle grosseur ils ont, et à partir de quand jusqu'à quand, etc. Donc, le point négatif, c'est qu'on n'a plus ce système-là. Il faut en refaire un autre. La surveillance de la passe migratoire, puis l'opération de la passe migratoire au Grand Saut, c'est quand même financièrement plus coûteux. C'est plus coûteux que l'autre qui était à côté du poste d'accueil. Donc, notre personnel à l'accueil pouvait aller opérer la passe migratoire et le surveiller. On la voyait du bureau d'accueil. Puis l'autre est en plein bois, là, au bout d'un chemin. Donc, la surveillance, c'est plus difficile. Puis pour y aller, ben, il faut fermer le poste d'accueil. On essaie de se débrouiller avec toutes sortes de façons, mais c'est juste pour vous dire que c'est plus compliqué et ça rentre dans les côtés négatifs. Le positif, bon, il n'est pas difficile de trouver, lui, une plus grande offre de pêche, montaison potentiellement plus hâtive, on dit toujours potentiellement parce qu'on a juste une année de fête, une dévalaison des grands saumons et des saumonaux moins hasardeuses. Il faut vous dire que la dévalaison, en période de crue, je pense qu'il n'y avait pas de problème, les poissons passaient par-dessus sans problème, mais il y avait tellement de trous dans ce barrage-là qu'il y avait quand même des gros trous. Là. Il y avait fort probablement des poissons qui ne passaient pas par-dessus, mais qui passaient à travers les poutres du barrage. C'est une hypothèse aussi, mais ça, il n'y en a plus. Plus d'entretien de la passe migratoire, donc la rehausse en début de présentation qu'il fallait installer et enlever à l'automne et réparer après chacune des crues. Il n'y a plus de ça. Et il n'y a plus de danger pour la population, les jeunes qui allaient jouer là, qui sautaient par-dessus les trous, là, ben là, il n'y en a plus, on a réglé ça. Ça, c'est vraiment le côté positif. Il n'y a plus de danger dans l'opération de la passe migratoire. Ça, était tellement vieille, ça n'avait plus de bon sens de travailler là-dedans. Là. C'était dangereux. On peut voir aussi en amont du vieux barrage qu'il y a 3 fosses. C'est 3 nouvelles fosses qu'il n'y avait pas avant, parce que c'était une partie en eau tranquille et c'est devenu une partie en eau rapide. Et il y a 3 trous là-dedans où le saumon peut s'arrêter. Est-ce qu'il va s'arrêter? On ne sait pas. Ça, c'est à suivre. Le site est beaucoup plus esthétique qu'il l'était aussi, là. Un beau rapide avec des grosses roches plates, et je vous dirais que les opérateurs ont bien fait le travail parce que la roche qui reste n'est pas cassée, c'est la roche naturelle. Le béton a été cassé sans casser la roche. Le granit était plus dur que le béton et on était capable de faire ça. Puis,
peut-être le plus positif de tout, c'est vraiment qu'il n'y a plus d'entretien et de gestion de ce barrage-là. On n'y touche plus, c'est permanent. Le job a été fait de façon durable. C'est un bel exemple de développement durable. Donc, c'est permanent, la rivière est dans son lit, on n'y retouche plus. Alors, évidemment, ça s'est fait en partenariat avec énormément de monde. Là. Il y a eu plein de ministères qui ont contribué à ça. Il y a eu la municipalité. Il y a eu, je dois le mentionner, la Corporation de gestion de la rivière Saumon des Escoumins est gérée par un comité tripartite, c'est-à-dire qu'il y a 9 administrateurs, dont 3 sont représentants de la municipalité, à qui appartenait le barrage et qui était promoteur des travaux. Il y a 3 représentants qui sont des représentants de Esipit, la communauté Innu qui est voisine des Escoumins. Puis il y a 3 représentants de la communauté des pêcheurs. Donc les conseils d'administration, les décisions se prennent à 9 personnes avec 3 représentants de ces 3 collèges électoraux. Ces 3 collèges électoraux-là. Donc tout le monde là-dedans a travaillé très fort, tout le monde a mis l'épaule à la roue, tout le monde a travaillé dans le même sens. Le feu a eu lieu début octobre et le barrage a été fini de faire à la mi-mars. Les permis ont été obtenus, les travaux ont été faits, ça s'est fait très rapidement. Et malgré que la passe migratoire était inutilisable en octobre, en fin mai, l'année suivante, les saumons pouvaient monter dans la rivière. Donc, on n'a pas sauté une année. Les saumons ont pu accéder à la rivière à chaque année. Donc voilà, je ne pouvais pas m'empêcher de dire un grand merci à tous nos partenaires économiques, politiques, qui ont cru à notre cause et qui nous ont aidés. Voilà, j'en serais rendu à la période de questions, si vous en avez. Merci. Un grand merci à Yves, merci beaucoup. Puis comme Yves a dit, nous pouvons maintenant avoir notre période de questions-réponses. Vous pouvez lever votre main ou vous pouvez taper votre question. C'est à vous.